Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle je vais parler du sujet du moment qui est bien sûr la faillite de Silicon Valley Bank, mais qui n'est pas une faillite bancaire classique et c'est pour ça qu'elle est vraiment très très intéressante à étudier. Pour vous donner un peu de contexte, même si j'imagine que vous en avez déjà entendu parler, la Silicon Valley Bank c'est la plus grosse faillite bancaire américaine depuis 2008, la deuxième plus grosse faillite bancaire derrière celle de Washington Mutual en septembre 2008. C'est la 16e banque américaine, même si on en a peu entendu parler jusqu'ici parce qu'elle a un business model assez spécial et elle est vraiment très orientée vers grosso modo la Californie. La Silicon Valley Bank, alors on parle de SVB, mais en fait elle fait partie d'un groupe plus gros coté en bourse qui s'appelle le SVB Financial Group, mais bon, la Silicon Valley Bank représente 84% de ce groupe, donc on peut confondre à peu près les deux appellations. Et ce qui est très intéressant dans cette faillite, comme je le disais, c'est que ce n'est pas une faillite bancaire classique qui est en général provoquée par un problème sur des crédits. On a prêté à des gens qui ne nous remboursent pas. C'est pas non plus une faillite bancaire qui est liée à des risques trop gros pris sur les marchés, même si ça peut parfois s'y apparenter. Il y a un certain nombre de facteurs, dont bien sûr la hausse des taux, et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors le problème de cette banque, on va le voir, c'est finalement assez simple, et pour le comprendre, il faut juste regarder son bilan. Alors, au passif de cette banque, on a quelques emprunts, rien de grave, et surtout, comme pour toute banque, on a les dépôts des clients, avec d'un côté les dépôts sur lesquels la banque verse un intérêt, qui représente 94 milliards de dépôts, et ceux sur lesquels elle ne verse pas d'intérêt, donc 80 milliards de dépôts. Et de l'autre côté, à l'actif, on a les prêts accordés par la banque. C'est souvent là, comme je le disais, que se produisent les faillites des banques, quand elles ont accordé des prêts pourris, mais pas cette fois. On a du cash aussi à l'actif, très bien. Et puis on a des titres qui sont ici, dans la plupart des cas, des obligations du Trésor américain, et qui sont classifiés soit dans une catégorie qu'on va appeler AFS, donc Available for Sale, disponible à la vente, ou bien dans une autre catégorie qu'on va appeler, comptablement on appelle Held to Maturity, HTM, c'est-à-dire ce qu'on va garder en fait jusqu'à l'échéance. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette distinction, puisque parfois ce sont les mêmes titres derrière, des obligations du Trésor? Tout simplement, c'est une pratique comptable. Quand vous achetez des titres, vous devez les classifier. Soit vous les classifiez comme disponibles à la vente, comme je le disais, AFS, c'est-à-dire qu'ils vont être inscrits au bilan à la valeur de marché, alors que ceux qui sont classifiés à détenir jusqu'à l'échéance, Held to Maturity, HTM, eux vont être valorisés à leur valeur comptable et vont être amortis. Alors il y a une troisième catégorie normalement qui sont Held for Trading, mais qui n'est pas utilisée ici par cette banque qui ne fait pas de trading du tout. Donc voilà, il y a cette classification entre AFS et HTM. Et quand les taux américains ont explosé, la valeur des obligations du Trésor a fortement baissé. C'est bien normal, quand on détient une obligation qui vous rapporte du 1% et que les nouvelles obligations rapportent du 4%, forcément celles à 1% ne valent plus grand-chose et leur valeur va baisser pour matcher les nouvelles obligations émises. Et donc ça va faire baisser les titres qui sont classés comme AFS, comme Available for Sale dans le bilan, mais ça ne se voit pas sur la partie Held to Maturity, la partie HTM, puisque la valorisation n'est pas faite mark to market, c'est-à-dire à la valeur de marché, mais de manière comptable. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment, la position qui consiste à verser des taux variables aux clients sur leurs dépôts et à recevoir des taux fixes, ça va bloquer quand on a la hausse des taux la plus rapide depuis 40 ans. On voit bien, c'est une situation qui n'est pas tenable. Et c'est pourquoi le 8 mars, donc mercredi dernier, la Silicon Valley Bank a dû faire un point, c'était pas obligatoire, elle l'a fait de la manière volontaire, elle a fait un point avec les investisseurs pour leur expliquer dans ton optimiste. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir la manière dont les slides sont faits. Ils expliquent donc sur un ton très optimiste que la banque doit prendre des actions stratégiques pour profiter des taux courts élevés. Alors, ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est à traduire par il faut qu'on arrête de se faire déchirer par la hausse des taux. Donc, eux disent il faut profiter des taux élevés. Et elle explique qu'elle a vendu toutes ses positions classifiées AFS, donc disponibles à la vente, soit plus de 20 milliards de dollars. Alors, ils ne l'expliquent pas, mais ça veut dire que concrètement, ils vont prendre une perte sur ces titres pour dégager de la liquidité. Et dans la foulée, ils annoncent une augmentation de capital. Oui, parce que les banques doivent garder un minimum de capital, elles ont des ratios à respecter, un minimum de capital en face de leur risque, et le capital a pas mal fondu avec ces pertes sur les taux, même si, je le répète, la plupart des pertes ne sont pas reconnues comptablement, puisque la plupart des titres, ceux qui sont HTM, ne sont pas valorisés au prix du marché. Et côté client, suite à cette annonce donc d'augmentation de capital, de pertes sur les taux, etc., c'est la panique. Tout le monde essaye de retirer son argent
en même temps, en 2 jours, 42 milliards de dollars sont retirés, ce qui est vraiment énorme. Et bien sûr, la banque n'arrive pas à faire face à tous ces retraits. C'est le fameux bank run, c'est la panique bancaire. Et donc, la banque est très rapidement fermée par l'organisme qui gère ça, le FDIC, qui va prendre le contrôle, qui va débarquer dans les locaux et prendre le contrôle de la banque pour la fermer, tout simplement. Alors, qui sont les clients de cette fameuse Silicon Valley Bank et que risquent-ils ? Cette banque porte bien son nom. Ses clients sont en grande partie les startups de la Silicon Valley et leurs investisseurs, les fonds de venture capital, les VC. Et cette banque se vante d'avoir comme client la moitié des sociétés tech et biotech financées par des fonds de VC. Ils ont parmi leurs clients des noms très très connus. Ils ont Roblox, Roku, Shopify, BuzzFeed, Circle et j'en passe. Et Circle, au passage, qui est l'émetteur du stablecoin USDC, avait 3 milliards de dollars chez Silicon Valley Bank, ce qui explique le coup de stress passager du côté des cryptos et notamment de l'USDC. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une des raisons de ce bank run, et peut-être même la raison principale, c'est que ces clients se connaissent tous. Et en fait, ce qui fait le lien entre eux, c'est surtout les fonds de venture capital. Et apparemment, ce serait une série d'emails qui est partie de ces fonds de capital risque à toutes les startups qui auraient provoqué la fuite des capitaux. Et ce sont donc en fait ces fonds qui auraient conseillé à la plupart de leurs boîtes, puisqu'ils sont actionnaires de ces boîtes, de retirer le cash de cette banque. Et ce qui est incroyable, c'est que ce sont ces mêmes fonds de VC qui ont supplié ce week-end les autorités de sauver la banque qu'ils venaient de faire couler. Alors aux États-Unis, les dépôts sont garantis jusqu'à 250 000 dollars et plus de 90% des encours ne seraient pas couverts, ce qui est un chiffre plutôt élevé. On est plutôt autour de 50% dans la plupart des banques. Et Roku, par exemple, avait 487 millions déposés chez SVB, Roblox 150 millions de dollars, donc on parle vraiment de sommes énormes qui peuvent vraiment avoir un gros impact sur toutes ces boîtes technologiques. Alors Janet Yellen a annoncé ce week-end qu'il n'y aurait pas de sauvetage public, donc la banque ne sera pas sauvée, mais le Fonds fédéral de garantie des dépôts, le FDIC qui gère la faillite, a déclaré que tous les dépôts seraient garantis au-delà du plafond de 250 000 dollars. Alors bien sûr, la question qu'on se pose, c'est où est l'erreur ? Qui a fait quel type d'erreur ? La réponse, elle est simple. La Silicon Valley Bank n'a pas bien fait son boulot de banquier. Alors les banques gèrent 4 risques principaux. Le premier risque, le plus connu probablement, c'est le risque de crédit. On prête de l'argent à quelqu'un et donc il faut bien s'assurer de sa capacité à rembourser, mettre les bons taux d'intérêt, etc. Diversifier son risque pour être sûr de bien récupérer la grande majorité de ses prêts. Le risque de crédit, ce n'est pas ce qui est en cause ici. Ensuite, on a le risque de liquidité, parce qu'une banque va avoir des dépôts des clients qui peuvent être retirés à n'importe quel instant, et puis de l'autre côté, de l'argent qui va souvent être placé à long terme. Il faut trouver la juste balance entre ces deux. Alors, on va être honnête, bien sûr, toutes les faillites de banque, à la fin, sont dues à un risque de liquidité, parce qu'ils n'arrivent pas à rendre aux déposants l'argent suffisamment rapidement, mais ça, c'est souvent plus une conséquence, parce qu'il faut être clair, la plupart des banques, si tout le monde retire l'argent en même temps, elles vont faire faillite. Donc ici, oui, ça a été un problème à la fin, mais ce n'est pas la cause, en fait, de cette faillite. Le troisième risque, et c'est lui qui est bien sûr en question ici, c'est le risque de taux. On l'a vu, SVB a eu la mauvaise idée de placer à taux fixe dans un environnement de taux presque nul, alors qu'ils devaient payer des taux variables sur les dépôts de leurs clients. En fait, son problème, c'est un problème de croissance, parce qu'ils ont reçu tellement de dépôts qu'ils n'ont pas pu prêter autant d'argent, parce que normalement, à l'actif de la banque, il y a les loans qu'ils ont fait à leurs clients. Aux États-Unis, il y a beaucoup de prêts que la banque va accorder qui sont à taux variable, donc elle peut se retrouver avec des taux variables des deux côtés. Mais même s'il reste un risque de taux, parce qu'il y a donc au passif des taux variables et à l'actif un taux fixe, normalement, SVB, enfin la Silicon Valley Bank, aurait dû le couvrir, au moins en partie. Or, ils ont liquidé toute leur couverture de taux apparemment en 2022 quand les taux étaient au plus bas, et on s'aperçoit que la duration de la banque par rapport à la duration de son portefeuille est exactement la même, ce qui voudrait dire qu'ils n'avaient aucune couverture de taux en 2023, ce qui est quand même du jamais vu pour une banque. Et ce qui est surprenant, c'est que ce risque était bien identifié par SVB dans leur annonce de résultats précédente. Moi, j'ai regardé uniquement le Q4, le dernier trimestre 2022, mais on voit bien que ce risque de taux est identifié, mais ils n'ont pas agi assez tôt. Enfin, le quatrième risque des banques, c'est le risque de marché qui est beaucoup moins présent qu'avant grâce aux nouvelles réglementations mises en place depuis 2008, mais donc je ne vais pas en parler ici, puisqu'on s'est concentré principalement sur le risque de taux. Et justement, la deuxième erreur, selon moi, c'est d'avoir mis trop de titres en
held to maturity, parce que ça a empêché la banque de vendre ces titres pour récupérer de la liquidité. Je vous l'ai dit, ils ont vendu la totalité de leur portefeuille available for sale et ils ont gardé la totalité de leur portefeuille held to maturity, tout simplement parce que si vous vendez même une petite partie de votre portefeuille HTM, eh ben, tout ce portefeuille va passer automatiquement en available for sale et va donc être valorisé au marché, ce qui va faire apparaître une perte comptable énorme pour la banque. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas bien de mettre des titres en held to maturity, c'est tout à fait normal d'avoir une partie des titres que vous pensez ne pas vendre et que vous ne voulez pas voir impactés par tous les mouvements de marché pendant toute la durée des titres. C'est juste qu'ils en ont probablement mis beaucoup trop. Et ce ne sont pas les seules banques à avoir fait ça, puisqu'en 2020, environ les 3/4 des titres des banques américaines étaient classés available for sale et donc valorisés au marché. Et puis comme la baisse des taux a fait monter le cours des obligations, il y a une grande partie des banques qui ont passé leur portefeuille de AFS en HTM pour que les titres qui sont maintenant très très hauts, très bien valorisés, soient valorisés à leur valeur comptable juste avant la hausse des taux. Et on se retrouve avec des banques qui sont passées de 3/4 des titres AFS à maintenant la moitié. Donc il y a un quart des portefeuilles des banques qui a fait le mouvement donc de valoriser au marché, mark to market, à valoriser à la valeur comptable. Et bien oui, en hausse des taux, on préfère garder la valeur comptable plutôt que la valeur de marché. Et d'ailleurs, la Fed, parmi les aides annoncées, la Fed a accordé aux banques une nouvelle facilité d'emprunt. Et c'est justement pour que les banques n'aient pas à vendre leurs titres HTM en cas de besoin et puis qu'ils puissent piocher l'argent ailleurs, notamment au travers d'emprunts. Mais la plus grosse erreur, c'est probablement une erreur de communication. La banque a été trop transparente. La banque s'est retrouvée avec un problème, donc une perte notamment sur les taux. Et ce qu'elle aurait dû faire, c'est faire l'augmentation, gérer sa communication différemment. On ne fait pas une communication en même temps pour parler de ses problèmes et puis pour faire une augmentation de capital. Ça marche jamais bien, ce genre de choses. Il ne faut pas attendre que le titre dévisse en bourse pour faire une augmentation de capital. L'augmentation de capital aurait dû être fait bien avant, avoir quelques mois d'avance et ensuite prendre les pertes. C'est impossible d'avoir des investisseurs qui vont mettre du cash au capital de la boîte dans ce genre de situation. Alors on le voit, en fait, c'est une série de facteurs qui a amené la faillite. D'abord, une mauvaise gestion du risque de taux, avec pas assez de prêts accordés, mais ça, à la limite, c'était pas trop dans leurs mains, mais surtout aucune couverture du risque de taux en fait, au cours de la dernière année. Ensuite, on a trop de titres qui ont été classés comme HTM, comme Held to Maturity, ce qui fait qu'ils étaient invendables en fait et ne permettaient, pas invendables, mais disons qu'ils ne permettaient pas de dégager de la liquidité. Ensuite, on a eu cette communication trop transparente où ils ont annoncé en même temps donc tous leurs problèmes financiers et une augmentation de capital alors qu'il ne leur fallait que, entre guillemets, 2 milliards, ce qu'ils auraient pu tout à fait avoir et la banque n'aurait pas eu tous les soucis qu'elle a eu. Donc, communication trop transparente. Cette communication a été utilisée par les fonds de VC pour conseiller à tous leurs clients de retirer l'argent et donc on a ce fameux bank run, problème de liquidité, tout le monde retire en même temps 42 milliards, bien sûr la banque ne peut pas faire face et fait faillite. Alors question qu'on peut se poser, est-ce qu'une grosse banque pourrait faire faillite ? Alors ce qu'il faut réaliser, c'est que surtout depuis 2008, les grandes banques sont beaucoup plus surveillées et gèrent beaucoup mieux leurs risques que les petites banques. Ce sont donc surtout ces petites et moyennes banques qui sont à risque et d'ailleurs principalement américaines parce qu'on a beaucoup plus de petites banques régionales aux États-Unis qu'en Europe. Et on observe un afflux de cash qui part de ces petites et moyennes banques américaines vers les plus grosses. Et malgré tout, c'est difficile toujours de dire si une banque a des problèmes ou non. Les bilans bancaires sont tellement complexes qu'on ne peut pas réellement dire si d'autres banques ont mal géré leur risque de taux. Mais un indicateur qui est intéressant, c'est si on ajuste les ratios de capital pour prendre en compte les pertes non réalisées, alors on s'aperçoit que certaines banques comme Bank of America ou US Bank Corp ont des ratios bien plus faibles que les ratios officiels. Mais alors soyons clairs, aucune banque n'a un ratio aussi faible que la Silicon Valley Bank. Donc on voit qu'elle avait vraiment une très très mauvaise gestion de son risque. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que cette banque aurait pu s'en sortir. Oui, elle a perdu énormément d'argent sur les taux, plusieurs milliards de dollars, mais malgré tout, ce qu'il lui fallait, c'était déjà cette augmentation de capital d'un peu plus de 2 milliards de dollars qui lui aurait permis d'éviter les problèmes de liquidité, surtout si les gens ne s'étaient pas précipités aux portes pour retirer de l'argent, mais aussi pour être mieux capitalisés. Mais le problème, ça a été un problème de communication, et la communication a cassé la confiance. Parce qu'en fait, ce que vend une banque, elle ne vend pas que des prêts, elle ne vend pas que des services bancaires, elle vend surtout de la confiance. Et c'est pour ça que les autorités
une fois de plus, j'ai envie de dire, les autorités sont intervenues. Alors heureusement, les sociétés n'ont pas sauvé la banque. Je pense que c'est catastrophique de laisser des gérants, voire même des actionnaires s'en sortir. Les actionnaires qui ont investi dans cette boîte ont fait une erreur. Les gérants ont fait énormément d'erreurs. La boîte, elle doit couler. Après, le FDIC donc, est intervenu pour garantir les dépôts, tout simplement parce que la meilleure chose que puisse apporter enfin meilleure, je ne dis pas que c'est forcément bon, hein, mais en tout cas, la chose la plus efficace que peut amener un État, c'est de la confiance. Donc, le FDIC dit qu'ils garantissent tous les dépôts, quel que soit leur montant, même les 400 millions d'euros coûts, ce qui va permettre donc de stabiliser, d'éviter la fuite des dépôts. Alors comme je vous le disais, moi je ne suis pas extrêmement favorable aux interventions du gouvernement dans ces cas-là parce que ça va inciter d'autres personnes à prendre des risques. Il faut laisser couler la banque, c'est ce que font les Américains et je trouve ça très bien. Mais voilà, ça permet toujours d'avoir cette petite piqûre de rappel. Où que vous mettiez votre argent est à risque. Donc quand on parle de diversification, la diversification, elle n'est pas seulement en termes de titres, elle est aussi sur les banques, tous les produits financiers. On n'est jamais sûr de ce qui se passe. Il se trouve que dans ce cas-là, il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas eu de problème spécifique en fait, mais même sur une banque qui est parfaitement bien gérée, on n'est jamais à l'abri de fraude. Et même des géants comme le Crédit Suisse, on voit dès que la confiance commence à être à partir, ça commence à créer des problèmes parce que le principal actif d'une banque, c'est la confiance que lui accorde le marché, les consommateurs, etc. Voilà, merci encore. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a expliqué un petit peu mieux la situation autour de Silicon Valley Bank. Si vous avez encore des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. En tout cas, je vous remercie comme d'habitude de votre fidélité et je vous dis à bientôt.